Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Alors on vient d'en parler, la COP30 s'ouvre aujourd'hui à Belém, au Brésil. Il y a des enjeux qui sont très importants, des enjeux climatiques bien entendu, mais aussi des enjeux économiques. D'ailleurs, les deux sont liés. Extrêmement liés. Il faut dire que même qu'on ne peut plus parler de COP sans vraiment voir l'aspect économique, hein, parce que si les négociations avancent ou traînent, c'est en réalité parce que tous les États ont en considération l'aspect économique. Alors là, les aspects économiques, Rachid, cette année encore, il y a beaucoup de questions qui se posent. On parle de la finance, on parle mais surtout aussi de ces énergies fossiles. Alors, globalement, avant de venir dans ces détails-là, il faut dire qu'on est à 10 ans après l'accord de Paris. L'accord de Paris limitait le réchauffement à 1,5 degré. En tout cas, c'était l'objectif et malheureusement, 10 ans après, le constat est que cet objectif ne sera pas du tout atteint. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies parle de la possibilité de réduire ce réchauffement-là pour ne pas trop dépasser les 1,5, mais les 1,5 degrés seront dépassés. En tout cas, cet objectif ne sera pas atteint. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sur les financement climat. Et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec les pays africains. On se rend compte que malgré les promesses, malgré les engagements, décaisser de l'argent pour atténuer le réchauffement climatique demeure quelque chose qui est loin d'être acquis, notamment pour les pays en développement. Alors, cette année, les enjeux qui continuent de se poser, c'est l'aspect fossile, énergie fossile, c'est-à-dire qu'on a des pays qui ont des énergies fossiles. Et quand on dit énergie fossile, c'est entre autres le pétrole, le gaz, bref, toutes les industries extractives. On se rend compte que cela contribue à réchauffer la planète. Donc, on fait donc une sorte de lobbying pour freiner cette industrie-là. Sauf que certains pays en dépendent en réalité pour leur économie, en dépendent pour leur survie économique. Donc, ce qui fait que malgré l'engagement pris il y a de cela 2 ans à Dubaï, sur la sortie progressive, la réalité est qu'on est très loin de parvenir à ça. La preuve est que le Brésil, qui accueille ce sommet, en tout cas cette COP30, est lui-même en train de forer en Amazonie, malgré son appel à sortir de ces énergies-là, parce que, bon, selon le président Lula, le président brésilien, c'est une manière de financer la transition écologique. Donc, c'est dire que finalement, partout dans le monde, on a des objectifs, on a des engagements, mais en réalité, la donne économique fait que les pays ont besoin de se développer et malheureusement, l'environnement continue d'en pâtir. Et franchement, vu aussi le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, ce n'est pas prêt vraiment, on n'est pas dans une logique de privilégier l'environnement. La preuve est que les États-Unis n'ont même pas envoyé de délégation à cette COP30 donc à Belém. Oui, effectivement, les États-Unis qui seront les grands absents de cette COP30. Alors, du coup, ce qui en découlera ne concernera a priori pas les États-Unis. Concernant les pays africains, cette fois le continent africain, et c'est vrai que le continent africain subit la pollution des autres et doit lui-même s'adapter. Il y a donc des attentes qui sont très importantes de la part des pays africains et des pays en développement de façon générale, et particulièrement financière. Oui, particulièrement financière. D'ailleurs, si on se rappelle bien, la semaine dernière, le président congolais, Félix Tshisekedi, disait qu'en fait, les financements promis n'arrivent qu'à compte-gouttes, ou en tout cas, si ils arrivent, ils sont mal répartis ou mal placés. Alors, je pense que c'est une déclaration qui résume un peu la situation. On promet. Pourquoi? Il faut aussi expliquer cette histoire de promesse de financement. Parce que les pays pollueurs, notamment les pays développés comme la Chine, le premier pollueur, les États-Unis, deuxième pollueur. Alors, ces pays-là ont causé des dommages, disons-le comme ça, à la planète. Et ces pays-là polluent pour avancer économiquement. Et malheureusement, quand on voit la Terre de façon générale, les pays les plus fragilisés, les plus impactés, ce sont les pays qui se situent, en tout cas, sur la zone africaine ou en tout cas les pays insulaires. Ce sont les deux groupes de pays qui sont les plus impactés. Donc, ces pays disent à ceux qui sont développés, du moment que vous êtes les plus grands pollueurs, il faut compenser cela par des financements pour qu'on développe des projets de développement, des projets de lutte contre donc, le réchauffement climatique. Sauf que les engagements qui sont pris au fil des ans ne sont pas du tout respectés. On se rappelle qu'en 2015, à Paris, on avait pris cet engagement de 100 milliards de dollars par an pour financer les pays pauvres.
cette somme n'est jamais atteinte. En tout cas, les années où cela a été atteint, cela l'a été difficilement. C'est dire que les engagements sont pris. On parle aujourd'hui de plus de 2000 milliards de dollars de besoins en financement au moins. Et ceci est très loin d'être atteint. Pourquoi? Parce que les grands pays développés ou les pays industrialisés s'engagent, mais comme on dit, la promesse n'engage que ceux qui y croient. Voilà, comme on le dit. Donc les engagements sont pris, mais la concrétisation des promesses est très loin d'être concrétisée. Et plus grave encore, les pays africains sont aujourd'hui appelés à eux-mêmes réfléchir à des mécanismes d'autofinancement à travers peut-être des taxes, entre autres, pour pouvoir financer leur politique de lutte contre le réchauffement climatique, et ce qui est très loin d'être acquis vu les priorités économiques, notamment en termes de développement. Il faut payer les conséquences de la pollution des autres. Voilà. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Malheureusement. Alors le Maroc, bien sûr, prend part à cette COP 30. Quelle est la contribution marocaine aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique? Oui, alors, il faut d'abord noter que le paradoxe, c'est que hier, à la veille du lancement de cette COP 30, presque la moitié des pays n'avaient pas encore transmis leur contribution. Le Maroc n'en fait pas partie. Heureusement, le Maroc a déjà transmis au secrétariat des Nations Unies sa stratégie. Et là, on peut dire que quand même, c'est quelque chose. Le Maroc peut être cité en exemple en termes de transition énergétique. Parce que là, quand on voit ce que le Maroc prend comme objectif, donc l'objectif, c'est qu'il faut réduire de 53% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Donc, c'est un engagement très fort. Il y a un autre engagement qui est la sortie progressive du charbon, c'est-à-dire que les centrales énergétiques ou électriques qui fonctionnent au charbon seront réduites progressivement. On parle de façon générale d'un portefeuille de 197 projets pour la mise en œuvre de ces engagements-là. Il est question de 80 projets pour 60 milliards de dollars. Donc, tout un portefeuille d'engagement que le Royaume a pris. Et là, on met l'objectif sur 52% d'énergie renouvelable dans les années qui suivent. On voit les différentes centrales, que ce soit éoliennes, que ce soit solaire, que ce soit aujourd'hui de l'hydrogène vert dont on parle. Donc, le Maroc est un exemple à citer, aussi bien en termes de respect des engagements onusiens par rapport aux contributions que de mise en œuvre concrète sur le terrain. Bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais c'est quelque chose qui se fait de façon progressive et certainement avec le potentiel énergétique dont dispose le Royaume, aussi bien en termes éoliens qu'en termes solaires, entre autres. Avec les années à venir, avec l'engagement qui est réel au niveau du gouvernement marocain, dans les années à venir, on verra certainement le Maroc citer encore un exemple en termes de politique climatique. C'est la démonstration avec le Maroc que quand on veut, on peut. On y peut. Voilà, quand on veut réellement, on y arrive. Merci beaucoup, Oumar Baldé, pour la Story Echo.